Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo où nous allons réaliser une courte introduction aux phénomènes ayant lieu à l'échelle microscopique lors des transformations en chimie organique. Le plus gros du travail du chimiste organicien consiste à être capable de proposer des possibilités afin de transformer des molécules pour qu'elles correspondent à ses besoins. Pour réaliser de telles transformations, il faut une connaissance réelle de la complexité des mécanismes mis en œuvre à l'échelle microscopique, puisque lorsque l'on modifie une molécule, on modifie les liaisons entre les atomes. Ces liaisons entre atomes étant faites, pour les liaisons covalentes, de doublés d'électrons. Lorsque l'on effectue une modification sur une molécule, il y a donc des électrons qui sont mis en mouvement, qui sont déplacés d'un point à un autre, d'une liaison covalente à une autre, ou carrément des liaisons qui sont rompues. Prenons un exemple pour illustrer. Nous avons ici le propane 1-ol, sur lequel on va faire agir un ion hydroxyde. Cette réaction va produire l'apparition de cet ion et d'une molécule d'eau. Lors de cette réaction, les liaisons n'apparaissent et ne disparaissent pas pour aller n'importe où. Il faut bien se rendre compte que les électrons restent appareillés par deux tout au long de la réaction. Ainsi, la charge négative qui apparaît sur l'atome d'oxygène dans le résultat provient en réalité de la liaison covalente qui existait entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène du propane 1-ol. L'hydrogène du propane 1-ol, lui, n'est plus connecté à cette molécule et se trouve désormais sur la molécule d'eau qui est apparue. La liaison covalente qui connecte cet atome d'hydrogène à l'oxygène dans la molécule d'eau provient, elle, de la charge que portait l'atome d'oxygène dans l'ion hydroxyde. Cet ion hydroxyde qui portait des électrons en trop, sa charge négative, était ce que l'on appellera un site donneur, c'est-à-dire qu'il a été capable de proposer un doublet d'électrons qu'il avait avec lui, afin d'aller les apporter à un site accepteur, l'atome d'hydrogène, avec lequel il a dès lors formé une nouvelle liaison covalente qui n'existait pas jusque-là. Les sites donneurs et accepteurs de doublets d'électrons sont en grande partie dus à une caractéristique des différents atomes qu'on trouve dans les molécules qu'on appelle leur électronégativité, notée avec la lettre grecque chi. L'électronégativité, pour rappel, est la capacité d'un atome à attirer à lui les liaisons covalentes, donc les deux électrons impliqués dans chaque liaison covalente qu'il réalise. Ainsi, pour prendre un exemple, le carbone a une électronégativité plus basse que l'oxygène. Dans la molécule de dioxyde de carbone CO2, les oxygènes ont donc une plus grande capacité à tirer à eux les électrons des liaisons covalentes qu'ils effectuent avec le carbone. Dès lors, ces électrons se trouvent décalés, le carbone les a moins à proximité de lui que les oxygènes. L'électronégativité est une grandeur qui est différente pour l'ensemble des atomes, pour l'ensemble des éléments de la classification périodique. Dans la classification, l'électronégativité augmente lorsque l'on remonte dans le tableau et qu'on se déplace dans une même ligne vers la droite. L'élément le moins électronégatif que vous pouvez rencontrer est donc le césium, et le plus électronégatif, le fluor. Les gaz rares, eux, ne faisant aucune réaction chimique et donc aucune liaison covalente, ne sont pas pris en compte, on est incapable d'évaluer leur potentiel électronégatif. La différence d'électronégativité entre deux atomes impliqués dans une liaison covalente va provoquer l'apparition de ce que l'on appelle des charges partielles. Dans l'exemple ici du propanal, l'oxygène a une électronégativité bien supérieure à celle du carbone. Dès lors, il tire à lui les électrons de la liaison, ce qui veut dire que, ayant une densité d'électrons plus grande que celle du carbone, parce qu'ils sont plus proches de lui, il apparaît ce qu'on appelle une charge partielle delta-. La zone d'espace entourant l'oxygène est chargée négativement, mais partiellement. Celle entourant le carbone est partiellement chargée positivement, puisque le carbone est en défaut d'électrons, il a moins d'électrons proches de lui que ce qu'il devrait avoir. L'oxygène, ayant plus d'électrons autour de lui que ce qu'il a normalement, se trouve donc être ce que l'on appelle un site donneur. Il est capable de proposer ses électrons pour former de nouvelles liaisons covalentes, assez facilement. Tandis que le carbone, lui, ayant moins d'électrons à proximité de lui que d'habitude, se transforme en ce qu'on appelle un site accepteur, ayant un défaut
même partiel d'électrons, il est capable d'accepter très facilement des électrons venant d'un autre atome pour former une nouvelle liaison covalente. Les créations de nouvelles liaisons covalentes, comme dans l'équation qui est écrite ici, vont alors impliquer des mouvements d'électrons, des sites électroniques donneurs, ceux qui sont capables de proposer des électrons, vers les sites accepteurs. Reprenons l'exemple du propanal. On a toujours un site donneur au niveau de l'oxygène, un site accepteur au niveau du carbone avec lequel il fait une double liaison. On fait réagir avec lui la molécule d'ammoniac. Dans cette molécule, l'électronégativité de l'azote est bien supérieure à celle de l'hydrogène, ce qui veut dire que l'azote est un bon donneur, tandis que l'hydrogène sera un accepteur. Ce qu'il va se passer alors, c'est que l'oxygène en tant que donneur va pouvoir utiliser les électrons d'une des liaisons qu'il fait avec le carbone pour aller former une nouvelle liaison qu'on retrouve à droite, c'est la liaison OH qui va apparaître. On va représenter la formation de cette liaison par une flèche courbe partant des électrons que l'oxygène utilise pour former la nouvelle liaison. Il utilise une des liaisons qu'il faisait avec le carbone pour aller proposer ces électrons à l'hydrogène de l'ammoniac et ainsi former une nouvelle liaison. En revanche, l'hydrogène ne reste pas connecté à l'azote. Il y a donc rupture de la liaison indiquée en bleu qui se retrouvera dans les produits comme une charge négative portée par l'azote. Pour représenter la rupture d'une telle liaison, on présente une flèche courbe partant de la liaison et pointant vers l'atome qui récupère les électrons, assurant ainsi donc l'apparition d'une charge négative pour cet atome. S'il représente une large partie des cas qu'il est possible de rencontrer, il faut toutefois pas imaginer que seules les charges partielles dues aux différences d'électronégativité provoquent l'apparition de sites donneurs ou accepteurs de doublés d'électrons. Il y a un cas particulier, lorsque un atome ou un ion dispose de nombreux doublets non liants, comme l'ion hydroxyde en haut ou l'atome de chlore dans la molécule HCl en bas, cet atome disposant de nombreux électrons autour de lui peut très facilement mettre en jeu ces électrons au départ non liants pour fabriquer de nouvelles liaisons covalentes. Et il existe le penchant inverse, à savoir des ions, des atomes, disposant de ce que l'on appellera une lacune électronique. C'est souvent dû à la présence de charges positives, c'est-à-dire des atomes n'ayant plus le nombre d'électrons adéquats autour d'eux. Par exemple, l'ion H+, ou dans certains ions, l'ion carbone. Dans ce cas-là, on représente ce défaut d'électrons, il leur manque des électrons par rapport à leur forme normale pour respecter les règles du duet ou de l'octet. On représente ce défaut d'électrons par une lacune électronique représentée sous forme d'un petit rectangle. C'est l'exact opposé du doublet non liant, c'est l'endroit où devrait se positionner un doublet d'électrons. Et bien dès lors, les atomes ou les ions disposant de doublets d'électrons forment de très bons donneurs, ceux disposant d'une lacune électronique forment d'excellents accepteurs. Et on va donc pouvoir avoir des réactions où un atome ou un ion disposant de doublets d'électrons, comme l'ion hydroxyde, va mettre en jeu ce doublet d'électrons pour aller former une nouvelle liaison covalente avec un atome ou un ion disposant d'une lacune électronique. Ainsi, dans l'exemple du haut, on obtient la molécule d'eau. L'oxygène ayant mis un des doublets d'électrons qu'il avait en excédent en jeu pour faire une liaison covalente respecte la règle de l'octet, l'hydrogène respecte maintenant la règle du duet, il n'y a plus de charge, on obtient une molécule. Dans l'exemple du bas, avec la molécule HCl, on va avoir le même type de phénomène, simplement le chlore dans ce cas-là va aussi en profiter pour capturer la liaison qu'il faisait avec l'hydrogène. Le carbone, en résultat, aura bien ces 4 liaisons covalentes habituelles, n'aura donc plus de charge. La charge positive, elle se retrouve sur l'hydrogène qui a perdu les électrons qu'il avait en commun avec le chlore. Un dernier cas un peu particulier de site donneur-accepteur, c'est le cas des alcènes. Dans les alcènes, il y a des doubles liaisons carbone-carbone, comme sur le propène représenté à gauche. Ces doubles liaisons carbone-carbone sont un vivier d'électrons dont qu'il est possible que d'autres atomes puissent venir exploiter. Dans ces cas-là, un des deux atomes de carbone impliqués dans la double liaison va se comporter comme un donneur
il va utiliser les électrons de la double liaison carbone-carbone pour aller proposer une nouvelle liaison covalente à un accepteur comme l'hydrogène qui est beaucoup moins électronégatif que le chlore. Cela, on va le retrouver donc au niveau de la liaison CH qui va apparaître. Dans ce cas-là, le deuxième atome de carbone impliqué dans la double liaison va se comporter, lui, comme un donneur. Le chlore va récupérer les électrons qu'il avait en commun avec l'hydrogène et va pouvoir aller mettre un de ces doublets non liants à disposition de l'atome de carbone qui se comporte comme un donneur afin de former une nouvelle liaison covalente qui n'existait pas auparavant. On a ouvert la double liaison et ajouté deux atomes à la molécule d'origine. Voilà, ça vous présente quelques-uns des exemples de sites donneurs et accepteurs de doublets d'électrons. Être capable d'identifier ces sites et de tracer les trajets d'électrons des sites donneurs vers les sites accepteurs ou les mouvements d'électrons représentant des ruptures de liaison va vous permettre d'expliquer ce qu'il se passe au niveau microscopique lors des transformations en chimie organique. Merci de votre attention et à bientôt.